Et notre invité dans la grande interview sur CNews et Europe 1, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour à vous, Bonjour député Madame du Ferrari, Rassemblement national merci de de votre la invitation. Somme. La guerre contre l'Iran se poursuit, Monsieur Tanguy, elle bouscule tout le Moyen-Orient. Hier, le président Macron a ordonné l'envoi du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Au regard de l'instabilité provoquée par les attaques contre l'Iran, la France demeure une puissance qui protège les siens, attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Vous approuvez la décision du président français ? Oui, écoutez, c'était une intervention qui était à la hauteur, qui n'était pas bavarde, comme souvent malheureusement l'intervention de M. Macron. Et donc, il n'y a pas de raison de critiquer pour critiquer. Effectivement, protéger nos intérêts, protéger nos nombreux ressortissants, plusieurs centaines de milliers dans la région, c'est important et la voix de la France doit être présente. Mais s'engager comment concrètement? On a 2 bases françaises qui ont été attaquées. Nous sommes liés par des accords de coopération avec nos alliés dans la région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des patrouilles? Ça veut dire engager le combat dans certains cas? Ah bah, nous n'avons pas de raison d'engager le combat et d'engager la France dans cette guerre pour le moment, mais être présent parce que nos En tout forces cas, dans étaient les pour le moment, interceptions de nos missiles et forces, voilà, drones. absolument, protéger nos intérêts, protéger nos bases, protéger nos soldats, tout simplement, la vie de nos compatriotes, et être présent sur les lieux en cas d'évolution des conflits qui imposerait une évolution de la position de la France. Ce qui est certain, c'est que les forces françaises étaient très éloignées géographiquement et qu'il fallait les rapatrier dans les moyens qui permettent d'être efficaces si la France devait engager, évidemment. J'entends, M. Tanguy, mais les accords de coopération qui nous lient aux Émirats arabes unis sont très précis. S'ils sont attaqués, nous avons un devoir de réciprocité. Donc, est-ce qu'il faudrait, à un moment, engager les frappes contre l'Iran? Bah, la parole de la France devra être honorée, effectivement, mais pour le moment, et grâce à Dieu, si je puis dire, nous ne sommes pas sollicités, nous n'avons pas à entrer en guerre. Voilà, bon, je sais qu'en France, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre question, il y a beaucoup de forces politiques qui sont toujours à vouloir entrer en guerre n'importe où, mais enfin, la guerre, on sait toujours comment elle commence, on ne sait jamais, malheureusement, comment elle finit, et il faut évidemment être très prudent sur ces sujets. Jean-Philippe Tanguy, selon Emmanuel Macron, la République islamique porte la responsabilité première de la situation, mais les frappes lancées par les États-Unis et Israël ne respectent pas le droit international. Nous ne pouvons le tolérer, dit-il, mais nous ne pleurons pas les dictateurs. Comment vous comprenez cette position? Je ne sais pas, sincèrement, ça fait partie aussi des positions difficiles à comprendre du président de la République. On avait eu des positions dans le sens inverse. Ça avait commencé par un accord puis une critique au Venezuela. Parfois, M. Macron est dur à suivre. Je pense que la réalité qui est un peu triste pour notre pays, c'est que M. Macron n'a pas été consulté ni informé des événements par nos alliés américains ni par nos alliés britanniques qui ont été informés et qu'il essaie un peu de retomber sur ses pattes. Bon, écoutez, on ne va pas critiquer pour critiquer. Il faut aussi que la France sorte digne, malheureusement, de cet épisode qui n'est pas très glorieux, effectivement, pour la place de la France et le pouvoir de la France au sein de nos alliés. Mais bon, Mais le Rassemblement national soutient ces frappes américano-israéliennes ou pas? Oui ou non? il y a deux raisons différentes. Il y a les frappes israéliennes qui sont liées à, comment dire, au devoir d'existence, de survie d'Israël sur le programme nucléaire. L'Iran n'a pas non plus respecté ses engagements internationaux sur le fait qu'il n'aurait pas la bombe nucléaire. Alors, à un moment, on devra aussi avoir des informations, parce qu'il faut aussi être prudent et rester modeste sur les informations que nous avons. Où en était le programme nucléaire iranien? On avait défendu les frappes qui avaient été menées il y a plusieurs mois, qui devaient mettre à terre le programme nucléaire iranien. On nous avait dit à l'époque que tout était détruit. Visiblement, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, on a besoin d'informations sur l'état du programme nucléaire et si On aura du mal à nécessité. les avoir. Oui, mais Donc, soutien aux frappes parce que hier, israéliennes, si j'ai bien compris. Monsieur Trump a dit que en un mois, que l'Iran, excusez-moi, pouvait avoir la bombe en un mois, ce qui ne correspond pas aux déclarations qu'il avait fait suite aux attaques qu'il avait menées Ça avec veut dire Israël. que vous soutenez les frappes israéliennes, mais sur les frappes américaines. Sur l'Iran, là, vous mettez un point d'interrogation? Non, notre soutien, c'est sur la fin du programme nucléaire. La fin du programme nucléaire, il ne faut pas que l'Iran ait la bombe nucléaire. Ça a toujours été la position de la France. Pendant de nombreuses années, les États-Unis avaient un peu délégué la gestion du dossier nucléaire à l'Europe, à l'Allemagne, la France et au Royaume-Uni. Force est de constater, malheureusement, et il faut le dire aussi, que la France n'avait pas réussi à obtenir des gages suffisants depuis Jacques Chirac sur l'Iran, et qu'il était hors de question que l'Iran ait la bombe nucléaire. Imagine-t-on les Mollahs, cette force fanatique, posséder la bombe nucléaire avec ses comportements de proxy, des comportements terroristes qu'ils peuvent avoir. Ce n'est pas un État comme les autres. Cette théocratie iranienne n'est pas un État comme un autre. Encore une question avant d'évoquer les questions de terrorisme. Le président s'est en revanche livré à une critique de l'action israélienne au Liban. Le Hezbollah a commis une faute majeure, dit-il, en attaquant Israël. Mais Israël se livre à une escalade dangereuse. Il appelle à respecter le territoire libanais et son intégrité. Israël n'a pas le droit de se défendre. Mais Israël a le droit de se défendre. Et ça, c'est une position assez incompréhensible d'Emmanuel Macron. C'est que M. Macron ne semble
pas comprendre ce que tout le monde peut comprendre en regardant une carte et l'histoire d'Israël, la situation particulière d'Israël et de son peuple, attaqué de toutes parts et qui ne se défend que grâce à sa force morale et à sa force d'âme, la mobilisation de son peuple, la mobilisation de son armée citoyenne et de sa force de sa démocratie. Et de toute façon, M. Macron, depuis notamment son deuxième mandat, a une position incompréhensible comme Israël. On a l'impression qu'Israël devrait se l'était attaqué, que le 7 octobre, finalement, dans la réflexion de M. Macron, a été un événement comme un autre. Ce n'est pas un événement comme un autre, c'est un événement existentiel. C'était un crime atroce. Et que M. Macron, on n'a pas tenu beaucoup de conséquences dans la vie réelle. D'ailleurs, il est aussi absent, il faut le dire, sur les conséquences sur les prix de l'énergie, sur l'économie française et sur le risque terroriste en France, évidemment. Donc ça veut dire soutien aux Israéliens, notamment dans leur volonté d'instaurer une zone tampon dans le sud du Liban. Donc opération terrestre. Il n'y aura jamais, Marine Le Pen et Jordan Bardella le disent clairement, de soutien inconditionnel à la politique d'Israël. Par contre, nous partons du principe qu'Israël est notre allié, est une démocratie et se défend contre une menace existentielle. Et que c'est très bizarre que M. Macron dise que c'est le Hezbollah qui a lancé l'attaque et que c'est la faute d'Israël qui a répondu. J'avoue ne pas bien comprendre là aussi la position d'Emmanuel Macron. Jean-Philippe Tanguy, on est sur CNews et sur Europe 1. Évoquons le terrorisme. Le dispositif Sentinelle a été renforcé en France par crainte de représailles de l'Iran qui a menacé l'Europe et tous ceux qui interviendraient dans la région. Les sites sensibles, les lieux de culte notamment sont protégés. Il y a selon vous un risque d'attentat réel. La France a déjà payé le prix du sang en matière de terrorisme islamiste, notamment en provenance du Hezbollah. Oui, malheureusement, il faut bien comprendre que l'Iran est un État aussi de nature terroriste qui a utilisé ces attaques de toutes sortes contre nos soldats, contre nos intérêts, et qu'il faut être prêt malheureusement à ce qu'ils utilisent une fois de plus le moyen terroriste, soit directement, soit évidemment à travers un certain nombre d'organisations qu'ils soutiennent ou qu'ils ont soutenues. Il faut quand même se rappeler d'ailleurs à ce moment-là que la France avait accueilli dans les années 70 l'imam, l'ayatollah Khomeini, et que nous avons fait à l'époque une grave erreur et nous avons sous-estimé l'islamisme et la force du fanatisme islamiste. Et voilà, il faut aussi aujourd'hui analyser les choses avec cet éclairage, avec ces enseignements, car beaucoup de pays européens et les Américains ont fait des graves erreurs en pensant manipuler l'islamisme, et l'hydre islamiste dévore tous ceux qui croient être ses maîtres, et elle n'est maîtresse que d'elle-même. Et aujourd'hui, quand même aussi, peut-être, l'espoir d'une chute du régime des mollahs au bénéfice du peuple iranien, si le peuple iranien décide de saisir cette liberté, de saisir cette opportunité. Et ce serait quand même une grande nouvelle. En a-t-il les moyens? Il a été très courageux, le peuple iranien est très puissant. Absolument, et aussi a subi une répression terrible de plusieurs dizaines de milliers de morts. Mais nous espérons évidemment tous que le peuple iranien reprendra la maîtrise de son destin et abattra quand même cet étendard de l'islamisme mondial qu'est le régime iranien et qui n'a que trop sévi. Ça fait quand même presque 60 ans. On a évoqué l'inquiétude des Français sur le plan du terrorisme. Il y a aussi cette inquiétude sur une crise énergétique à venir. L'Iran affirme ce matin détenir le contrôle total du détroit d'Ormuz, alors que Donald Trump avait proposé d'escorter un certain nombre de tankers. C'est une crise donc de l'énergie qui se profile, avec les prix du baril de pétrole qui augmentent, le prix du gaz qui explose. Les factures des Français risquent d'augmenter. Qu'est-ce que vous demandez, vous, au gouvernement, au Rassemblement national? Il y a deux types de mesures. Déjà, nous demandons la baisse de la TVA, puisque la TVA est un impôt proportionnel. Donc si les prix de base augmentent, les recettes augmentent, et l'État ne doit pas s'enrichir sur la crise énergétique. Donc il doit au moins les baisser à due proportion. Ça fait des recettes en moins pour un pays endetté, on est d'accord. Alors il y a deux types de... Nous, on propose effectivement que la TVA baisse à 5,5. Là, ça fait des recettes en moins. Mais à défaut d'appliquer cette mesure demandée par le Rassemblement national, on peut au moins adapter la TVA pour que l'État ne s'enrichisse pas. Parce que si les prix augmentent, l'État s'enrichit sur la crise énergétique. C'est pareil sur le gaz ou sur le fioul. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a des outils de marché qu'on peut utiliser. La France a des réserves stratégiques de pétrole. Elle a des réserves stratégiques de gaz, même s'ils sont affaiblis, mais l'hiver est fini également, donc ce n'est pas les mêmes conditions d'exploitation, évidemment. Il faut aussi calmer les marchés, et notamment l'Union européenne et la Commission européenne, au lieu de s'agiter partout et de prendre des interventions diplomatiques qui ne sont pas de son ressort, devraient s'occuper du marché intérieur de l'énergie. Nous regrettons que l'Europe ait autorité sur l'énergie. Malheureusement, elle l'a par les traités, elle ne s'en occupe pas, et il ne faut pas que les marchés jouent contre l'intérêt des démocraties. On se souvient qu'avec la guerre en Ukraine, quand même, les marchés avaient un peu joué contre l'intérêt des démocraties. C'était quand même assez grave, parce qu'il y a quand même des acteurs qui se sont enrichis sur la guerre. Il ne faut pas qu'il y ait des profiteurs de guerre. Donc baisse de la TVA, mais pas de chèque énergie demandé par l'Assemblée nationale. Ça ne sert à rien, le chèque énergie. Le chèque énergie, ça peut soulager des gens. Je comprends que les personnes en difficulté puissent s'en satisfaire, mais les prix augmentent. C'est-à-dire, comme ils savent qu'il y a le chèque,
bah, ils augmentent les prix encore plus. Et en fait, le chèque sert à payer la marge des pétroliers, des gaziers, des électriciens. Elle ne cherche pas à aider, elle n'aide pas les ménages. Est-ce que vous croyez le ministre de l'économie, Roland Lescure, qui Non. dément qu'il n'y ait aucun risque de pénurie de gaz et d'essence à court terme? Quel crédit vous lui accordez? Il n'y a pas de pénurie, puisqu'on a 3 mois pour le pétrole, on a 3 mois de réserve de produits raffinés. La question, c'est pourquoi est-ce que M. Lescure ne les utilise pas? Et ça, c'est une question que je pose régulièrement aux responsables politiques, en particulier aux macronistes. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas nos réserves stratégiques. Par exemple, on pourrait rassurer les Français et les acteurs économiques en mettant à disposition pour plusieurs jours les stocks du temps, notamment qu'on éclaircit la situation sur le détroit d'Ormuz. Parce qu'il faut faire aussi attention, de ne pas valider le discours de l'Iran. Je ne pense pas que l'Iran a les moyens militaires de tenir le détroit d'Ormuz. Il prétend le tenir pour faire peur à tout le monde. Et puis je pense aussi que la Chine, qui dépend beaucoup du détroit d'Ormuz, plus que nous, n'a pas intérêt à ce que l'Iran obstrue trop longtemps le détroit d'Ormuz. Il faut savoir qu'en fait, nous sommes concernés par cette occupation, par cette maîtrise, indirectement par les marchés mondiaux. Mais en fait, nos approvisionnements dépendent assez peu de ce qui passe à travers le détroit d'Ormuz. Mais nous avons des bateaux français qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Il y a des bateaux, notamment du Qatar. Mais c'est surtout la Chine et l'Asie qui dépendent beaucoup du détroit d'Ormuz. Et comme ça augmente au niveau mondial, on en subit les conséquences. Mais nous avons les moyens d'agir sur les marchés, ou en tout cas de rassurer les acteurs. Mais bon, vous voyez, moi j'étais dans le Var hier. Agir sur les marchés, non. On ne peut pas agir sur les marchés. Aussi, le Brent, pour le pétrole, c'est un marché régional. Il y a les États-Unis qui ont leur propre marché. Il ne faut pas sous-estimer les capacités d'intervention de l'Europe. Ils ne le font pas parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers en jeu. Et ils préfèrent que les Français payent plutôt que des gros intérêts qui se sont beaucoup enrichis au moment de la crise ukrainienne, notamment, malheureusement. C'est la faiblesse que nous avons. Et on voit bien, moi j'étais dans le Var hier, les prix ont augmenté à la pompe. Il y a des Alors qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison. Pour l'instant. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison objective. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui se font plaisir. Malheureusement, il faut quand même intervenir. Parce que l'on était près de 2 € dans le Var. Donc j'imagine que si c'est dans le Var, c'est beaucoup d'endroits en France. Et il faut être attentif à cela. Il ne faut pas laisser les prix s'installer. Et il faut que tout le monde reste calme aussi. Jean-Philippe Tanguy, c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Emmanuel Macron a cette semaine aussi actualisé la doctrine nucléaire française. Depuis la base militaire de l'île Longue, il a annoncé le renforcement de notre arsenal nucléaire et l'élargissement de la dimension européenne de la dissuasion nucléaire, tout en excluant tout partage de la décision ultime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de dissuasion avancée d'Emmanuel Macron, qui serait élargie à certains partenaires, Royaume-Uni, pourquoi pas Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Belgique, Grèce, Suède ou Danemark? Permettez-moi d'abord de me satisfaire que l'influence et la pression, sincèrement, du Rassemblement national et d'autres forces patriotes ait permis d'éviter le partage de la dissuasion nucléaire. On voit bien dans le discours d'Emmanuel Macron qu'il joue avec, qu'il tourne autour du pot, qu'il a eu cette tentation. Et moi, je pense sincèrement que c'est la pression des forces politiques d'opposition, en particulier de Marine Le Pen, qui a permis d'éviter le pire. En revanche, c'est-à-dire le réel partage. Le réel partage ou des conditionnalités ou l'européanisation de notre dissuasion nucléaire. Je rappelle quand même qu'essentiellement, Emmanuel Macron, à la base, était contre la dissuasion française. Il faut quand même le rappeler parce qu'il change tellement de position sur tout que lors de la commission Attali où il avait travaillé, il était contre, il était pour que la France abandonne et économise 4 milliards d'euros sur la dissuasion nucléaire pour se mettre sous le parapluie américain. Il faut quand même savoir d'où les gens parlent pour comprendre leurs réflexions, parce que là, il bombe le torse à la fin de son mandat. Il n'aura quand même laissé aucun leg sur l'avancée de la dissuasion nucléaire. Par contre, sur ce concept de dissuasion avancée, sincèrement, je mets au défi ceux qui nous écoutent de comprendre ce qu'il a voulu dire. Bon, ça va être disséminé à travers l'Europe, sans contrepartie. Ça ne nous rend pas plus puissants, nous, l'Europe, quand même? S'il n'y a pas de contrepartie, notamment si les pays européens n'achètent pas européen, n'achètent pas en particulier du matériel français, plutôt du matériel américain, c'est-à-dire que la France dépensera beaucoup d'énergie et c'est les Américains qui continueront à s'enrichir sur d'autres moyens. Donc si c'est un moyen de faire comprendre aux pays, à nos alliés européens, qu'il faut faire confiance à la France, qu'il faut s'appuyer sur l'outil industriel militaire français, tant mieux. Mais il faut être très prudent parce que pour le moment, ça n'a pas marché. Toutes les commandes qu'on voit depuis plusieurs années maintenant que les pays réarment, c'est au bénéfice des Américains. Je le regrette, moi je le dis avec beaucoup de regret, mais je le constate. Mais il faudrait une préférence européenne on en parle depuis que je suis né, donc ça commence malheureusement à faire longtemps. Allez, il nous reste du temps pour évoquer les municipales. Le second tour des municipales se tiendra dans moins de 2 semaines, enfin peut-être même le premier tour. Plutôt, quelle sera la stratégie du RN au second tour? Parce qu'on a entendu parler de mettre un cordon sanitaire autour de la France insoumise, après les dérapages antisémites nombreux et multiples de certains de ses dirigeants.
Nord. Est-ce que vous allez vous mettre en ordre de marche pour dire nous, on fera barrage à la France insoumise? C'est un barrage que vous avez vous-même éprouvé lors des dernières législatives. Mais c'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Aujourd'hui, pour faire barrage, il n'y a que les élus Rassemblement national qui combattent vraiment les insoumis. Tous les autres partis, d'une manière ou d'une autre, se sont compromis avec les insoumis pour faire barrage au Rassemblement national. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, déléguer nos électeurs ou trahir la confiance de nos électeurs en leur disant de voter pour des forces politiques qui, à la fin, gouvernent ou sont soumis à M. Mélenchon et ses sbires, ça n'a pas d'intérêt. Donc aujourd'hui, c'est vraiment faire barrage, c'est voter Rassemblement national. D'ailleurs, vous voyez que les macronistes se sont précipités là-dessus. Vous ne répondez pas à ma question. Ah bah si j'y réponds parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Nous, on n'a absolument pas confiance aux macronistes pour faire barrage à la politique. Une hypothèse où un insoumis risque de gagner une ville, est-ce que vous retirez vos candidats RN tout simplement? Et encore faut-il que le candidat qui prétend garder le pouvoir contre les insoumis ne soit pas lui-même un islamo-collabo. Parce que c'est pour avoir un mec de droite ou un mec de gauche ou autre qui, en fait, font la même politique que les insoumis, mais veulent juste garder leurs petits intérêts, leur voiture avec Donc c'est pas tout sauf LFI, votre politique. Mais si, mais c'est tout sauf dans un sursaut moral. C'est-à-dire que là, il faut voter Rassemblement national parce qu'il n'y a que nous qui nous opposons à LFI. Mais qui s'oppose sur le fond à LFI sur les territoires? Qui est contre le financement illégal de certains cultes? Qui s'oppose au communautarisme et à la politique d'échec? Il n'y a que le Rassemblement national. Le nombre de maires de droite, par exemple, qui se prétendent de droite, qui sont des islamo-droitards, qui sont complètement dans la collaboration, notamment avec l'islamisme, c'est très nombreux. Vous prenez dans les Yvelines, voilà, le département LR type. Il y a un nombre de soumissions à l'islamo-droitisme qui est dramatique. Voilà, c'est absolument. Et donc il n'y a aucune raison de confier le pouvoir à ces gens-là. Il n'y a pas d'exemple que vous avez à me citer. Simplement, ça veut dire concrètement que vous ne retirerez pas vos candidats RN si un LFI risque d'emporter une mairie. Il y aura des analyses au cas par cas, évidemment. Il y aura des analyses, mais le Front républicain, on sait ce que c'est une arnaque pour garder le pouvoir. Donc on sera au cas par cas. Mais vous l'avez tellement dénoncé au Rassemblement national. Ah oui, je vous dis que c'est une arnaque. Le Front républicain? Oui. Ah bah oui, le Front républicain, ça a toujours été une arnaque. C'est une arnaque pour garder le pouvoir. Il a fonctionné en 2024. Bah oui, au détriment des Français. Et je pense qu'aujourd'hui, nos compatriotes le paient durement et voient bien que tout ce petit monde ne voulait que garder le pouvoir et n'avait aucun projet pour la France. Mais il faut vraiment une participation parce que c'est municipal, évidemment, il y a les enjeux locaux, mais il y a un vrai message à envoyer au pouvoir, à envoyer à Emmanuel Macron, à envoyer à toute cette caste qui ne pense qu'à eux. Et malheureusement, beaucoup de nos communes sont aussi dans un système de privatisé au bénéfice de quelques intérêts, pas au bénéfice des habitants. On voit bien la détérioration de la qualité de vie, la détérioration de la sécurité. Il faut vraiment envoyer un message fort. Il faut voter dès le 15 mars très fortement partout sur le territoire pour des maires qui défendent les habitants et c'est évidemment les listes Rassemblement national. Jean-Philippe Tanguy, ce week-end, un meeting à Perpignan, Jordan Bardella a appelé la gauche dite modérée à rompre définitivement avec LFI. Comment est-ce que vous avez réagi aux propos de Jean-Luc Mélenchon ou Rima Hassan sur les frappes américano-israéliennes qu'on évoquait en début d'émission? Madame Hassan a dit Israël a le droit de la fermer. Monsieur Mélenchon a dit la mort d'Ali Khamenei, bourreau du peuple, ne justifie pas les moyens qui l'ont provoqué. Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Marie Le Pen pour vous ou pas? Vous n'avez aucune raison, il faut laisser la mémoire de Jean-Marie Le Pen en paix. Monsieur Mélenchon est comptable et responsable de ses actes, de ses propos. Rima Hassan s'exprime évidemment avec le consentement de Monsieur Mélenchon, qui dit régulièrement qu'il est très fier d'elle. Donc tout ça, c'est d'un cynisme monstrueux. C'est vouloir faire des voix sur le sort de nos compatriotes, en particulier de nos compatriotes de confession juive, qui sont jetés en appât pour faire des voix. C'est absolument ignoble. Et son comportement avec l'Iran est un acte de soumission contre les intérêts de la France et contre les valeurs que l'on porte. Et vraiment, je suis très choqué par cette gauche qui, quand même, historiquement, redeuille une force contre l'islamisme, contre le fanatisme religieux. C'est quand même l'histoire d'une forme de gauche. Et donc il y a vraiment une trahison, même dans le rôle historique que la gauche a pu jouer. Ce sont des adversaires politiques. Mais parfois, il y a des grands moments dans l'histoire, des moments où un pays doit faire des grands choix, où on peut compter sur ses adversaires quand même pour faire ces choix-là. Et aujourd'hui, on ne peut pas compter sur les insoumis. C'est vraiment une forme de cynisme et qui finira très mal parce que M. Mélenchon sera le premier remplacé par ceux qui prétendent maîtriser. On en revient à ce que je vous disais sur l'hydre islamiste. L'hydre islamiste dévorera M. Mélenchon. Le problème, c'est qu'au passage, il fera beaucoup de mal à la France. Et vous avez vu que les socialistes ont fait un communiqué de presse hier dans la droite ligne des faux culs qu'ils sont, en expliquant que déjà, il y a 60 listes au premier tour où ils sont liés avec les insoumis, on n'en parle pas, et au deuxième tour, ils disent qu'il n'y aura pas d'accord national. Bah oui, c'est des élections municipales, donc ce sera au cas par cas, et ils préparent déjà à se soumettre aux insoumis pour garder leur petit siège. Quel est votre objectif au municipal? Il vous suffirait d'une grande ville remportée pour crier victoire? Je pense à Marseille, monsieur Alizio a de grandes chances à Marseille. C'est un symbole important compte tenu de l'abandon de cette ville par l'État et par les forces politiques que nous combattons. Donc c'est pas seulement pour le Rassemblement national, il y a vraiment un
sursaut possible populaire pour défendre des communes qui ont aujourd'hui beaucoup de pouvoir et beaucoup de moyens, notamment pour défendre la sécurité. Quand vous voyez la police municipale et les caméras, la vidéosurveillance à Marseille, on peut aider les gens, on peut améliorer leur quotidien. Moi, je rappelle comme c'est quoi l'abandon de Marseille. C'est comme une gamine dans les quartiers qui révisait ses cours d'école, qui faisait ses devoirs et qui est morte avec une mère exactement, Sokaina, avec une mère en pleurs, abandonnée par l'État. Quand on parle de l'abandon de l'État, malheureusement, c'est la vie des gens, c'est pas juste des slogans. Une dernière question. Le Rassemblement national a retiré son investiture à Adrien Nave, qui était liste au municipal à Dunkerque, notamment en raison de la présence sur sa liste du porte-parole du mouvement royaliste de l'Action française. Le ménage n'avait pas été fait dans vos candidats? C'est une trahison, le ménage a été fait et il a remis, j'allais dire, l'ordure. Voilà. Donc si vous sortez les ordures et qu'on les remet, effectivement, ils sont exclus. Voilà. Mais vous aviez dit qu'il n'y aurait pas de brebis galeuse sur ces élections. On vous en lutte contre. Encore parce que vous savez, ce sont des gens qui s'infiltrent. D'ailleurs, c'est comme les islamistes, c'est la taquia, c'est la stratégie de l'infiltration discrète. C'est pas des gens qui arrivent en disant on est d'extrême droite ou on est complètement contraire aux valeurs du Rassemblement national. Ils s'infiltrent, ils disent rien. Et malheureusement, on a du mal à les débusquer. Et nous, quand on les débusque, on les dégage. Et en plus, c'était pour remplacer, en l'occurrence, une personne de valeur qui, au passage, a été écartée de la liste. Donc c'est scandaleux. Et ce sont des gens comme M. Naf qui doivent beaucoup au Rassemblement national, qui doivent beaucoup aux nos militants. Parce qu'une force politique, c'est comme un pays doit tout à ses citoyens, une force politique doit tout à ses militants, qui trahit les militants, voilà. Et quand on est républicain et travaille avec l'Action française, c'est surréaliste, quoi. Et j'ai même du mal à croire qu'on puisse faire ça, en fait. Merci Jean-Philippe Tanguy. Merci. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.